pouvons désormais résoudre le mystère sans l'ombre d'un doute quant à l'identité de ce squelette. Il s'agit d'Arino, la sœur de Cléopâtre, rebelle égyptienne et reine d'Égypte. L'histoire retient Cléopâtre comme l'incarnation de la beauté et du pouvoir. Mais de récentes analyses, ADN et reconstitution médico-légale dressent un tableau bien plus sombre. La dernière pharaone n'a peut-être pas seulement régné sur l'Égypte. Elle portait peut-être un héritage caché dans ses gènes. L'ADN de Cléopâtre a enfin été décodé et ce qu'il a révélé est tout simplement stupéfiant. Il semblerait que son plus grand combat n'ait pas seulement été contre Rome, mais aussi contre sa propre biologie. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut remonter à la femme elle-même et au secret que son ADN a dissimulé pendant plus de 2 millénaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Découvrons cette femme. La percée Martinez, le miracle géométrique. Pendant 201, les sables d'Égypte ont gardé un secret bien précis, un secret qui a intrigué historiens et chasseurs de trésors pendant des siècles. Nous parlons du lieu de repos éternel de la dernière pharaone, la reine Cléopâtre. Habituellement, la plupart des experts vous diront qu'elle a disparu. Ils disent qu'elle est ensevelie sous les rues modernes d'Alexandrie, perdue à jamais sous les tremblements de terre et la montée des eaux. Mais depuis 20 ans, une femme a osé affirmer qu'ils se trompaient tous. Cette femme, c'était Kathleen Martinez. Martinez n'est pas une universitaire comme les autres. Avocate pénaliste, devenue archéologue, elle est originaire de République dominicaine. Et elle n'a pas abordé cette affaire comme un cours d'histoire, mais comme une affaire de meurtre non résolu. Elle a traité la disparition de Cléopâtre comme une scène de crime à décrypter. Ce vestige pourrait donc être le tombeau perdu de Cléopâtre, alors que tous les regards étaient tournés vers la gauche. Martinez regarda à droite. Son profil de suspect l'amena à 30 mètres à l'ouest d'Alexandrie, jusqu'à un temple en ruine et oublié appelé Taposeras Magna. Et en 2022, le sol sous ses pieds révéla enfin une anomalie massive. Martinez et son équipe ont percé le calcaire et découvert quelque chose d'inattendu, un tunnel. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'une réplique stupéfiante. Creusée dans la roche-mère, elle s'étend sur plus d'un 300 mètres, soit près d'1,5 km. Haut de près de 2 mètres, immergé dans la boue, et l'eau, il s'avance droit vers la mer Méditerranée. Les architectes le qualifient de miracle géométrique. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui rivalise avec le légendaire tunnel d'Ophos dans la Grèce antique. Mais voici la question à $1 million. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi creuser un tunnel de 12 mètres sous terre dans une roche instable et dangereuse? On ne construit pas un aqueduc d'1,5 km pour un site mineur. Cela témoigne de son importance. La découverte d'un port englouti au large des côtes suggère qu'il ne s'agissait pas simplement d'un temple isolé, mais d'un centre névralgique. Des cités englouties mystérieuses, une histoire humaine insoupçonnée sous la surface de l'océan. Et Martinez pense que ce tunnel pourrait mener directement à la dernière demeure. Sa théorie est d'une simplicité glaçante. Cléopâtre ne cherchait pas seulement à échapper à la mort. Elle fuyait Rome. Elle voulait éviter la honte d'être enchaînée dans les rues par Octave. Elle désirait ardemment reposer auprès de son amant Marc-Antoine. Elle rêvait d'être reconnue comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Et pour cela, il lui fallait un tombeau à jamais inviolable. Elle se cacha là où elle était certaine que personne n'oserait jamais la chercher. Kathleen Martinez a peut-être découvert l'entrée de ce sanctuaire secret. Et bien que la reine elle-même n'ait pas été retrouvée, les indices mis au jour laissent entrevoir une réalité sombre et troublante concernant sa dynastie, l'indice des langues d'or. À l'intérieur du complexe, l'équipe fit une autre découverte glaçante. Des momies étaient enfouies dans 16 tombes rupestres. Mais ces sépultures étaient loin d'être ordinaires. Lorsque les archéologues examinèrent des visages décomposés des défunts, quelque chose scintilla dans l'ombre. Dès lors, là où leurs langues auraient dû être. De délicates amulettes en feuilles d'or avaient été déposées. Les anciens Égyptiens croyaient que pour survivre dans l'au-delà, il fallait parler à Osiris, seigneur des enfers. Il fallait plaider sa cause. Une langue d'or conférait le pouvoir de parler à un dieu. Elle octroyait ce qu'on appelait l'éloquence d'or. Mais pourquoi ici? Pourquoi dans ce temple en particulier? Martinez pense qu'il ne s'agissait pas d'aristocrates quelconques,
C'étaient les proches de Cléopâtre, son entourage, ses courtisans. Ils furent enterrés ici, porteurs du pouvoir magique de parler à Osiris peut-être pour annoncer l'arrivée de leur reine. Songez à ce que cela signifie. Nous n'explorons pas simplement un cimetière. Nous nous trouvons dans une salle de réception royale. Nous sommes dans sa nécropole. Et si les courtisans sont là attendant leur reine, la porte est sur le point de s'ouvrir. Malgré la découverte de Martinez, elle est encore à 2 doigts de déchiffrer l'ADN de la reine. Pourtant, nous détenons déjà une clé du code génétique de Cléopâtre. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pour voir son visage, point de besoin du tonnel. Il nous suffit d'examiner les ossements de sa sœur assassinée, sa rivale de sang. Pour comprendre les morts de Taposiris Magna, il faut d'abord comprendre la cruauté de la femme qu'il servait. L'histoire retient Cléopâtre comme une séductrice. Mais sa famille était un véritable nid de vipères, et sa plus grande menace n'était pas un général romain, mais sa propre sœur Arsène IV. Leur relation était marquée par une ambition dévorante. Lorsque Cléopâtre fut exilée, Arsène s'empara du trône. À l'arrivée de Jules César, elle mena l'armée contre lui, telle une princesse guerrière qui piégea César dans le palais. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Arsène fut finalement capturée et menée à Rome et contrainte de défiler enchaînée lors du triomphe de César. La foule romaine pleurait cette adolescente enchaînée. Cette compassion lui sauva la vie et elle fut exilée au temple d'Arémis à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle se croyait en sécurité. Elle se trompait. En 41 avant notre ère, Cléopâtre persuada Marc-Antoine de commettre l'impensable. Des assassins furent envoyés sur les marches du temple. Arsenal fut sorti de force et massacré. Ce scandale qui a secoué le monde antique a permis de localiser le crime 2 ans plus tard. Pendant des siècles, on a cru Arsène disparu, jusqu'à ce que des archéologues découvrent à Éphèse, au début du XXe siècle, un tombeau unique, l'octogone. À l'intérieur gisait un squelette. Pendant des décennies, les érudits ont débattu de son identité. Mais si la théorie était correcte, il s'agissait des restes d'Arsène IV, la chronologie, le lieu et de l'âge correspondante. Si c'était bien Arsène, nous avions enfin le code génétique de Cléopâtre. Les questions concernant son origine ethnique, sa santé et de sa lignée pourraient trouver des réponses. Nous avions une carte de la biologie de la reine. Mais la science a parfois la fâcheuse tendance à briser les illusions. Les premiers tests ADN ont échoué en raison d'une contamination. Les ossements avaient été trop manipulés. Pourtant, une étude menée en 2025, grâce à des analyses poussées, a finalement révélé une réponse inattendue, l'hypothèse africaine. Pour comprendre l'étonnante découverte de 2025, il faut d'abord saisir l'immense importance que revêtait ce squelette. Il ne s'agissait pas seulement d'identifier une sœur, mais de réécrire l'histoire de la reine elle-même. La controverse a commencé avec le tombeau lui-même. De forme octogonale, ce tombeau avait une signification particulière dans l'Antiquité. Il évoquait le plus célèbre édifice d'Alexandrie, le phare de Phéros, comme l'explique l'archéologue Hilcourt. Elle a recoupé les indices. Elle a avancé l'hypothèse qu'un tombeau octogonal, à Éphèse-ville même, où Arsène avait été assassiné, devait appartenir à la princesse exilée. L'architecture, telle une empreinte digitale dans la pierre, désignait sans équivoque la famille royale. Mais la théorie ne s'est pas arrêtée à l'architecture. Elle s'est étendue à la biologie. Le crâne original, découvert en 1929, a connu une histoire mouvementée. Perdu en Allemagne lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il a été miraculeusement redécouvert dans les archives de l'Université de Vienne en 2022. Pourtant, avant sa disparition, des mesures et des photographies avaient été prises. Et se basant sur quelques documents anciens, Thur a fait une révélation fracassante. Elle affirmait que les mesures du crâne suggéraient que le défunt avait une mère africaine. Ce fut l'étincelle qui déclencha une vive polémique. Si Arsène avait une mère africaine et partageait un père avec Cléopâtre. Alors Cléopâtre elle-même, souvent représentée comme une grecque macédonienne de pure souche, aurait pu être métisse. Cette idée compte de puissants défenseurs. Depuis des décennies, des auteurs comme J.A. Rogers et Cheat Up soutiennent que l'histoire a blanchi l'Égypte.
Isles mettant en avant les racines africaines de la civilisation égyptienne. Plus récemment, la culture populaire, comme la série documentaire Netflix de 2023, a amené ce débat dans des millions de foyers, en choisissant une actrice noire pour incarner la reine. Pour les partisans d'une Cléopâtre noire, le squelette d'Éphèse constituait la preuve irréfutable. C'était le seul élément matériel remettant en cause l'idée communément admise, selon laquelle les Tamis étaient une dynastie grecque consanguine. Mais l'analyse de 2025 n'a pas seulement modifié le sexe du squelette. Elle a complètement anéanti la théorie raciale. Le miroir brisé. Pendant des années, si squelette d'Éphèse a été notre seul reflet du visage de Cléopâtre. Les érudits, en observant ses ossements, y voyant la sœur d'une reine. Ils y ont vu un héritage africain. Ils y ont vu la solution à un mystère vieux de plusieurs siècles. Mais la technologie moderne a remis les choses en question, et le miroir s'est brisé. La percée a eu lieu en 2022. Une équipe de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gerd Weber, a finalement retrouvé le crâne perdu depuis longtemps dans les archives de l'université. Il était resté là, inaperçu, pendant des décennies. C'était un squelette explosif. Ils ne se sont pas contentés de l'examiner. Ils l'ont analysé en profondeur. Grâce à des microtomographies, ils ont créé une carte numérique haute résolution de sa structure osseuse. Ils ont même foré l'os temporal du pérus, la partie la plus dense du crâne. Véritable coffre-fort biologique qui préserve l'ADN longtemps après la désintégration du reste du squelette, en janvier 2025. Les résultats ont été publiés dans Scientific Reports et ont révélé une histoire d'horreur médicale. Le squelette n'est pas de l'arsenic. Vanessa n'est pas une jeune femme de 20 ans. Ce n'est pas une princesse africaine. L'analyse ADN a révélé la présence d'un chromosome I. La prétendue sœur de Cléopâtre est en réalité un garçon, adolescent âgé de 11 à 14 ans. Et il n'était pas seulement jeune, il souffrait. Les examens ont révélé de graves troubles du développement. Sa mâchoire était atrophiée. Son crâne était déformé et asymétrique. L'analyse suggère qu'il pourrait avoir souffert du syndrome de Treacher-Collins ou d'un rachitisme sévère. Il ne s'agissait pas d'un rival royal en bonne santé. Il s'agissait d'un enfant dont le visage avait été déformé par une malchance génétique. Plus choquant encore, son ADN révélait qu'il n'était pas d'origine égyptienne. Ses marqueurs génétiques le ramenaient à l'Italie ou à la Sardaigne. Cela soulève un mystère plus sombre et plus troublant. Nous pensions être face à la victime d'un assassinat politique. Nous sommes en réalité confrontés à une tragédie d'une toute autre nature. L'octogone s'est révélé être un hareng, un tombeau érigé pour un héros, une figure quasi divine. Pourquoi un jeune garçon italien difforme et maladif aurait-il été enterré dans l'un des tombeaux les plus prestigieux du monde antique? Était-il un bouc émissaire, une victime sacrificielle, ou bien un bâtard royal caché, un enfant de sang romain et tsémite dont l'existence était si honteuse ou si dangereuse qu'il fallait l'inhumer avec les honneurs, mais loin de chez lui? Quelle que soit la réponse, il s'avère que la prétendue preuve scientifique de l'ascendance africaine de Cléopâtre dans ce tombeau n'était qu'une illusion née d'une science erronée et de vœux pieux. Où cela nous mène-t-il? Nous en revenons aux sources historiques qui nous apprennent que Cléopâtre était issue de la dynastie des Trois Rois. Et si vous voulez savoir à quoi elle ressemblait vraiment, point n'est besoin de retrouver sa dépouille. Il suffit d'étudier l'arbre généalogique terrifiant qu'elle a dû gravir pour accéder au trône. Car si nous ne possédons pas son ADN, nous connaissons, en revanche, l'identité de ses parents. Et cette réalité était bien plus sombre que n'importe quel débat sur la couleur de peau. L'existence de ce garçon à Éphèse était peut-être un secret. Mais à Alexandrie, le cauchemar génétique n'était pas dissimulé. Il s'agissait d'une politique royale fondée sur ce que l'on appelle l'effondrement de la lignée. Dans un arbre généalogique classique, les branches s'étendent vers le haut. On trouve 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Plus on remonte dans le temps, plus on a d'ancêtres. C'est comme un entonnoir qui s'ouvre sur le monde. Mais l'arbre généalogique de Cléopâtre ne s'est pas étendu. La dynastie s'est effondrée sur elle-même. Les Tamis étaient une dynastie grecque régnant sur l'Égypte. Ils souhaitaient conserver un pouvoir absolu et la pureté de leur lignée. Ils ont donc perpétué l'ancienne coutume pionienne de l'inceste. Ils n'épousaient pas seulement des cousins, mais aussi des frères et des sœurs.
Les historiens pensent que les parents de Cléopâtre, Tommy Yeardworth et Cléopâtre Feinte, étaient probablement frères et sœurs germains. Même ses grands-parents étaient peut-être oncles et nièces, voire frères et sœurs. Cette famille formait un cercle vicieux. Les généticiens estiment le coefficient de consanguinité de Cléopâtre à plus de 45%. À titre de comparaison, l'enfant de 2 cousins germains a un coefficient d'environ 6%. Dans de nombreuses dynasties royales, comme les Habsbourg d'Espagne, ce niveau de consanguinité a entraîné de graves malformations, la stérilité et la folie. Prenons l'exemple de Charles II d'Espagne, roi des Habsbourg, dont l'autopsie révéla un cœur de la taille d'un grain de poivre, conséquence de générations de mariages consanguins. Les historiens le surnommèrent l'ensorcelé. Il incarna la fin tragique de la lignée des Habsbourg, une dynastie au mariage consanguin similaire à ceux des Thamis. Charles ne parla qu'à 4 ans, ne marcha qu'à 8 ans et sa mâchoire était si déformée, une affection appelée prognatisme mandibulaire, que ses dents ne pouvaient se toucher. Incapable de mâcher, il avalait tout entier. Il peinait à tenir une conversation simple, souffrait de crises d'épilepsie et était d'une santé fragile. À sa mort à 38 ans, l'autopsie révéla que son corps ne contenait pas une seule goutte de sang. Sa tête était remplie d'eau et son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité était d'environ 25%. Celui de Cléopâtre était presque le double. Alors pourquoi cela se produit-il? La réponse scientifique réside dans un phénomène appelé homozygosie. Normalement, l'ADN est le fruit d'un dialogue entre la mère et le père. L'un compense les défauts de l'autre. Si la mère transmet un gène récessif responsable d'une faiblesse ou d'une maladie, le père transmet généralement un gène dominant source de force pour le neutraliser. C'est un filet de sécurité biologique. Mais dans le cas de Cléopâtre, ce dialogue n'a pas eu lieu. Les mêmes gènes ont reproduit les mêmes erreurs inlassablement. Ses parents étant frères et sœurs, ils portaient exactement les mêmes anomalies génétiques. Aucun gène sain n'est intervenu pour la sauver. Biologiquement, elle aurait dû être un désastre. Une consanguinité de ce type engendre généralement des difformités, comme celles observées chez le garçon d'Éphèse, une faiblesse physique, des troubles cognitifs et une espérance de vie réduite. Mais voici le paradoxe terrifiant. L'histoire nous apprend que Cléopâtre n'était pas difforme. Elle était brillante. Elle parlait 9 langues. Elle charmait les hommes les plus puissants de Rome. Elle commandait des armées. Alors comment pouvait-elle être un miracle génétique? Un coup de chance inouï. Ou bien avons-nous ignoré les signes de sa souffrance depuis toujours? Pour comprendre si elle a été victime, il nous faut nous pencher sur les bourreaux, ses ancêtres. Pour comprendre ce contre quoi Cléopâtre luttait, penchez-vous sur son arrière-grand-oncle Tamita. Il était son grand-oncle. Mais du fait de cette relation incestueuse, il était aussi son parfait reflet génétique et sa santé était fragile. On l'appelle fils con, ce qui signifie ventre rond, mais c'est poli. Les archives historiques le décrivent quand même comme souffrant d'obésité morbide, avec des membres trop faibles pour supporter son imposante stature. Il devait être aidé à se déplacer. Il portait de fines robes transparentes qui horrifièrent les visiteurs romains. Mais à lui regarder de plus près, il n'était pas seulement gros. Les sources mentionnent un cou enflé, des yeux exorbités et une dyspnée. Prenons l'exemple du père de Cléopâtre, Tommy Fiadu, joueur de flûte. Il était décrit comme hédoniste, fability de constitution fragile. Il ne s'agissait pas de simples défauts de caractère, mais de symptômes. Les historiens de la médecine moderne, qui étudient la dynastie TMIC, observent une prédisposition génétique aux troubles métaboliques. Ils constatent des signes d'affection fibrotique multiorganique. Ils observent une lignée familiale marquée par l'obésité et la léthargie. Et plus inquiétant encore, ils observent des marqueurs de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui s'attaque à la thyroïde. Elle provoque une exophthalmie yeux exorbitée et un goitre gonflement du cou. Et c'est là que le diagnostic devient glaçant. La maladie de Basedow n'affecte pas seulement l'apparence, elle affecte aussi le comportement. Elle inonde le corps d'hormones thyroïdiennes, provoquant un état d'hyperstimulation. Les symptômes incluent une énergie débordante, un débit de parole rapide, l'insomnie et des comportements à risque. Cela vous rappelle quelque chose? Les historiens ont longtemps vanté la vitalité débordante de Cléopâtre. On dit qu'elle pouvait travailler toute la nuit constamment en mouvement.
Nous avons longtemps considéré cela comme du génie, mais les anthropologues médicaux se posent désormais une question plus sombre. L'énergie légendaire de Cléopâtre était-elle en réalité un symptôme? Son tempérament fougueux était-il le résultat d'une maladie génétique héréditaire transmise par son oncle? Examinons les preuves matérielles dont nous disposons, à commencer par les pièces de monnaie. En analysant les tétradromes en argent frappés durant son règne, nous observons la manifestation des traits familiaux. Cléopâtre possède un nez aquilin, forte était crochu. Son menton est proéminent et son cou épais. Ce ne sont pas les traits d'une reine de beauté fragile, mais ceux d'une survivante. Pourtant, sous cette apparence, une ébombe génétique se cachait. La lignée familiale était atteinte de dysplasie fibreuse et d'une faible densité osseuse. Dans les populations fortement consanguines, la structure osseuse est souvent fragilisée. La mâchoire se déforme comme nous l'avons constaté chez le garçon d'Éphèse. Et qu'en est-il de la prédisposition à l'obésité? Tamigi avait un ventre proéminent. Cléopâtre a-t-elle hérité du gène? Certains experts pensent que sa célèbre petite taille n'était pas naturelle, mais le fruit d'un long combat. Si elle avait une prédisposition génétique à l'obésité morbide qui a handicapé son oncle, sa vie a peut-être été une lutte constante contre la faim et son propre métabolisme. Sa silhouette menue pourrait être due à une hyperthyroïdie, entraînant une combustion des calories excessives. Alors comment a-t-elle pu s'échapper? Cela relance le grand débat entre la théorie de la victime médicale et la théorie du miracle génétique. La première théorie soutient que Cléopâtre a été victime de la consanguinité. Elle affirme qu'elle n'y a pas échappé. Bien qu'elle ait évité les difformités apparentes, elle n'a pas échappé aux conséquences. Étonnamment, les preuves proviennent d'une source inattendue, l'historien antique Plutarque. Plutarque n'emploie jamais le terme de retard de croissance. Cependant, il a laissé deux indices clairs que les anthropologues médicaux ont reconstitués. Premièrement, la fameuse scène du tapis. Les films montrent une Cléopâtre se roulant hors d'un tapis persane. Mais Plutarque affirme qu'elle est montée dans un sac de couchage en fait, un sac à linge en lin, ficelé et porté sur le dos d'un seul serviteur Apollodore. Considérons les aspects physiques. Le fait d'être emballée dans un sac et transportée comme un sac à dos implique qu'elle était extrêmement légère. Ce n'était pas une Amazone aux formes généreuses. Elle était minuscule. Deuxièmement, Plutarque critique son apparence dans la vie d'Antoine. Il note que sa beauté n'avait rien de remarquable. Son véritable pouvoir résidait dans sa voix et son caractère, non dans son physique. Si l'on combine ces indices anciens avec un coefficient de consanguinité de 45%, sa petite taille commence à évoquer un retard de croissance. Cette théorie suggère que sa petite taille n'était pas seulement un trait, mais un symptôme. Elle était peut-être physiquement fragile, luttant contre un corps sujet aux défaillances, et compensant son manque de force physique par son intelligence. La seconde théorie, plus déroutante, adopte une perspective opposée. En génétique, on parle de hasard. Même avec un coefficient de consanguinité de 45%, il est statistiquement possible, bien que rare, d'hériter de gènes robustes et intacts. Prenons l'exemple des frères et sœurs de Cléopâtre qui étaient fragiles. Son frère Thomytiertra était un enfant marionnette qui se noya dans le Nil. Sa sœur Arsène fut capturée et tuée. Le garçon d'Éphèse, un parent possible, était difforme. Pourtant, Cléopâtre vécut jusqu'à 39 ans et eut 4 enfants, la fertilité étant généralement la première victime des lignées consanguines, et commanda une flotte au combat. Elle fut peut-être une survivante miraculeuse. Tandis que son arbre généalogique s'effondrait, elle traversa l'épreuve indemne. Elle hérita de l'intelligence des Grecs et de la cruauté des Romains. Maï échappa à l'effondrement métabolique dû à l'obésité et aux difformités faciales du garçon de Turquie. Néanmoins, la biologie finit toujours par se faire payer. Même sans difformité, Hélène porta le prix énergie débordante, prise de risque inconsidérée, paranoïa. Il ne s'agissait peut-être pas de simples traits de caractère, mais plutôt des séquelles psychologiques d'un cerveau façonné par des siècles d'inceste. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ci-dessous si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de Cléopâtre.